ma question, c'est toi qui as cette vue assez unique du coup sur le stock. C'est-à-dire qu'effectivement, il faut faire rentrer ces gens dans l'investissement. Voilà. C'est cette première étape. Et encore une fois, bravo, vous l'avez fait avec succès. Mais la deuxième étape, c'est, tu l'as dit, maintenant, vous devez gérer un stock de 150 milliards d'euros. Comment ça se passe ? C'est-à-dire, est-ce que les vieux travers de l'investissement ne reviennent pas ? Non, pas du tout. Les biais sont pas là. C'est-à-dire, typiquement, en avril dernier, on a largement commenté ensemble, il y a eu un vrai choc sur les marchés avec le Liberation Day de Donald Trump. On parlait de crack. On a eu des moins 20% sur certains indices. Comment se sont comportés les investisseurs de Trade Republic en Europe et en France ? Je vais te donner un exemple très parlant. Le 5 août 2024, il y a un flash crash sur les marchés. Je ne sais pas si tu te rappelles, à cause du carry trade yen. Ouais. Et on ouvre un truc, je ne veux pas dire de bêtises, mais sans doute, on ouvre un truc à moins 5, tu vois. Ouais. Le 5 août 2024, c'est la journée où il y a eu le plus d'ouverture de comptes de tout le second semestre 2024 chez Trade Republic. Donc, le rapport à l'investissement pour les jeunes a changé. Et les travers que toi et moi on connaît depuis 15 ans dans la population des investisseurs, ils y sont pas. Donc, et c'est fou parce qu'on il y a de nouveaux travers, voilà, qui est, à mon sens, le principal actuellement, c'est-à-dire le manque de diversification réelle. Parce qu'en fait, le MSCI, si tu as le MSCI World, le S&P 500, et qu'en parallèle, tu fais un DCA sur Apple, Tesla et Nvidia... Oui, tu as 4 fois les mêmes valeurs. Voilà. Ouais. Donc ça, c'est le gros sujet du moment. Et nous, ce qu'on observe, c'est des comportements de la part de nos clients qui sont étonnamment vertueux, vraiment, quoi. Donc, tu as évidemment une prégnance énorme du MSCI World, et il faut réussir à diversifier ça, c'est très important. Tu as une prégnance très forte des ETF or. Tu as une prégnance très forte aussi du DCA en Bitcoin. Pas les autres, mais en Bitcoin. Okay. Il y a le Bitcoin et le reste. Et sur cette classe d'actifs, justement, on pourrait imaginer que, il y a beaucoup de jeunes. Et là, on voit pour le coup des comportements beaucoup plus spéculatifs sur cette classe d'actifs. Pas chez nous. Donc vous avez les Bitcoins disciplinés, quoi. En fait, nous, on n'a pas tellement les traders de crypto, si tu veux. On n'a pas du tout ça. En plus, on n'a que 50 cryptos, que les plus grosses. Et c'est avant tout fait pour faire du DCA, si tu veux, notre setup. Et donc... Toujours pour simplifier la vie, finalement. On n'a pas tellement en fait, ces comportements-là, on les retrouve pas vraiment, quoi. Et moi, je les retrouvais pendant 15 ans dans ma carrière avant, hein. Partout. Hein. Et tu vois une certaine homogénéité de ça dans tous les pays ? Incroyable. C'est vraiment incroyable. Il se passe quasiment la même chose en Espagne, en Italie, en Belgique, au Portugal, en Autriche, en Pologne. Ah, c'est dingue, ça. C'est très, très, très impressionnant. Et il y a une forme d'harmonisation culturelle européenne du rapport à l'investissement et qui se heurte massivement sur l'absence d'harmonisation fiscale. Si le PEA était un produit pan-européen, on en aurait ouvert des dizaines de millions déjà. C'est le gros truc qui manque aujourd'hui pour l'Europe, une harmonisation européenne de la fiscalité du capital et la création, enfin, qui est réclamée par Draghi, qui est réclamée par la Commission européenne, par la terre entière, mais qui n'est pas du tout en mouvement pour l'instant, d'un produit d'investissement européen. En gros, un PEA européen ou un ISK, comme en Suède, si tu veux, mais il faudrait quelque chose de cette nature-là, quoi. Ouais. Et c'est ce qui manque aujourd'hui pour qu'on puisse accélérer, nous, beaucoup plus fort, pour surmonter, nous, la fragmentation fiscale et opérationnelle en Europe. On a été obligé de recréer un custodian nous-mêmes, pan-européen, pour gérer toute la partie transfrontalière, si tu veux. Tu peux expliquer un custodian ? Donc c'est la banque la banque dépositaire. Ouais. C'est la banque qui conserve les titres derrière. Par exemple, en France, BNP Paribas Securities Services, SG, Société Générale Securities Services, il y en a plein, enfin voilà, c'est à titre, il y en a plein des grands dépositaires en France. Et nous, on a travaillé pendant longtemps avec HSBC Securities Services en Allemagne, mais il y avait trop de faiblesses chez eux sur le cross-border, sur le transfrontalier en Europe. Et nous, on est un des très rares acteurs à être sur toute l'Europe. Donc techniquement, on est prêt, il manque plus que la fiscalité, quoi.
Il manque la fiscalité et quand même les tuyaux de transfert de securities en Europe aussi. C'est extrêmement difficile de transférer un compte titre, de transférer un PEA, je t'en parle pas, de transférer une assurance vie, c'est même pas possible. Ça, c'est un autre combat. Ouais. Voilà, donc de manière générale, il y a un problème de fiscalité harmonisée et de fluidité. Et moi, dans mon nouveau rôle, je vais aussi davantage avoir de temps pour aller convaincre à Bruxelles, pour créer des coalitions d'acteurs, pour défendre ces idées-là aussi, parce qu'aujourd'hui, au niveau du lobbying européen, on est quand même très tourné sur les grandes institutions, quoi. Donc il y a un gros travail à faire aussi auprès des institutions. Et quand j'en parle à mes amis, je dis souvent que je traite la verticalité de la société et l'horizontalité aussi. L'horizontalité par les réseaux sociaux et la verticalité par un travail qu'on appelle le lobbying, en fait. Les affaires publiques. Ouais. Ok, passionnant. Ce que j'ai vu aussi récemment, j'ai eu l'occasion d'assister à ce lancement, c'est qu'il y a quand même des développements chez Trade Republic pour apporter d'autres réponses, d'autres solutions d'investissement. Bien sûr, diversifier. Il y a eu d'autres enveloppes fiscales. Le PEA, tu l'as mentionné, c'est pas si vieux chez vous. Un an. Un an. Plus d'un an, là. Un an tout juste. Bon, joyeux anniversaire. Il y a eu aussi la crypto, et puis plus récemment, pour le coup, il y a eu le private equity. Oui. Et aussi les ETF obligataires à terme. Les obligations à terme, du coup, au travers des ETF. Le private equity, je prends cet exemple parce que c'est un exemple, pour le coup, que nous, on a porté aussi depuis 2021, qu'on connaît bien, et on a participé à cette démocratisation, mais qui reste epsilonesque, pour le coup, dans la poche des épargnants français. En tout cas, je n'ai pas la vue européenne que tu as. On y croit beaucoup. Je dirais que malheureusement, entre guillemets, le combat de démocratisation, nous, c'est plutôt traduit par une conquête d'une clientèle premium. Donc, c'est pas un malheur financier, mais en tout cas, on voit que finalement, c'est plutôt cette population qui était sensible à ces questions. Comment est-ce que vous voyez ce démarrage? Comment ça se passe? Et si tu veux redire peut-être quelques mots, je crois que c'était vous l'avez lancé avec quand même un top gérant mondial qui s'appelle Apollo. On en a lancé 2, ouais. qui sont des fonds, donc c'est permis par la réforme LTIF au niveau européen, donc des fameux fonds LTIF. Et on a la chance, nous, si tu veux, d'avoir aussi une taille critique considérable pour assurer une forme de liquidité, en fait. On crée un marché mensuel, en fait, sur ces 2 fonds. On a choisi de travailler avec EQT et Apollo. La particularité, je dirais, c'est qu'effectivement, c'est accessible avec quelques euros, que c'est accessible en plan d'épargne mensuel et qu'il y a une fenêtre de liquidité mensuelle. Donc, évidemment, c'est du private equity, c'est pas des ETF, donc il y a des frais plus élevés. On est autour de 2,5, je crois, de frais sur ce type de fonds. Ouais. S'il y a une structure des fonds qui est un peu différente de ce que les gens ont l'habitude de connaître, avec juste des frais de gestion, puisqu'il y a des frais de performance, etc. Donc il a fallu expliquer. Et nous, ça a été un démarrage très, très puissant. Ah oui. Très important. Et en fait, on a observé un phénomène très simple. Celles et ceux qui avaient déjà un plan d'investissement mensuel bien diversifié, bien complet, avec 1 ou 2 ou 3 ETF, un peu d'or, un peu de Bitcoin, etc. Ceux-là ont rajouté 50 € par mois de private equity. Donc c'est un upsell. C'est une diversification. Je crois que le slogan, c'était « From chart to pie », donc du diagramme au Oui, parce qu'on faisait 3 lancements. Ouais. On rajoutait des assets classes, en fait. Ouais. Et donc, on était très bourse avant uniquement. Ouais. Et là, comme on a rajouté les obligues, le private equity et un wallet crypto, eh bien, le slogan, c'était effectivement « From chart to pie ». Voilà, parce que pas mal. c'est vrai qu'on est passé, en fait, d'un statut de broker à un statut de banque, d'épargne et d'investissement.